Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité, Mohamed Sifawi, bonjour. Bonjour. Bonne année à vous, bonne année à tous nos éditeurs. Bonne année à tous. Alors, Mohamed Sifawi, vous êtes né en Algérie en 1967, votre pays que vous avez dû quitter en 1999 pour la France du fait des menaces du pouvoir et des islamistes. Depuis, vous êtes en pointe sur les questions d'islam politique. Vous avez même été l'un des premiers à alerter sur la menace terroriste et le péril islamiste. Aujourd'hui, Mohamed Sifawi, vous vous considérez comme un Algérien de France, un Français d'Algérie ou tout simplement un Français? Je vais vous répondre en utilisant la citation célèbre de Romain Gary. Je n'ai pas une goutte de sang français mais dans mes veines, c'est la France qui coule. Vous savez, j'ai été français avant d'être en France, en vérité, parce que je vais citer quelqu'un d'autre, un chanteur, Charles Aznavour, il disait « Je mange français, je chante français ». Bon, je ne suis pas chanteur, mais il m'arrive de chantonner Vous sous la douche. écrivez français, hein? J'écris français. Vous pensez français? Je pense français. Je vais vous dire une chose que j'ai rarement évoquée. C'est qu'en réalité, même né en Algérie, ma langue maternelle était le français, parce que mes parents étaient des purs produits de l'école de la République, de la 4e République, puisqu'ils ont été tous les deux diplômés de l'école. Ils ont été parmi ces rares Algériens qui ont eu accès à la culture. Et par conséquent, ils étaient totalement illettrés en arabe littéraire. Ils savaient parler l'arabe courant, l'arabe dialectal, mais ils étaient francophones. Et d'ailleurs, oui. Ils étaient francophones et malgré un attachement à l'indépendance de l'Algérie, ils étaient totalement francophiles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient absolument aucun problème avec la France. Francophiles, puisqu'ils vivaient en Algérie au moment de la guerre d'Algérie. Est-ce que vous parlez des bienfaits de la colonisation? Non, moi je ne parle jamais des bienfaits de la colonisation, parce que la colonisation est une violence qu'on soumet, qu'on inflige à une population. La colonisation apporte forcément des choses dans la construction d'une société. Mais elle ne peut pas apporter de bienfaits parce qu'on prive une population de sa liberté. Et il faut le rappeler. Éventuellement parce que de ses valeurs aussi. De ses valeurs. J'ai la prétention de dire que je connais assez bien l'histoire de ce pays, l'Algérie, mais aussi de l'histoire de la France, et que la France ne considérait pas et considérait pas les Algériens comme des citoyens à part entière, même si elle était restée pendant 132 ans. Et vous savez, la France a une histoire comme tous les pays qui n'est pas linéaire. C'est une période où elle a renié ses valeurs républicaines, il faut le dire, et surtout les valeurs de liberté, d'égalité, puisque les Arabes, ou les musulmans, comme on les appelait, n'étaient pas libres, ils n'étaient pas égaux, et il n'y avait pas de fraternité à leur égard pendant 132 ans. Donc moi, je ne vois absolument pas de bienfait à la colonisation. En revanche, je suis de ceux qui ont appris à ne pas avoir de ressentiment par rapport à ces histoires. Par rapport à ces histoires et par rapport à la France aussi. Jamais. Parce que le problème aujourd'hui dans les relations franco-algériennes, c'est ça. C'est un ressentiment, peut-être d'abord vis-à-vis de la France et puis du côté français vis-à-vis de l'Algérie. Pour moi, d'abord, il y a une réalité. Je suis issu d'une génération post-indépendance. Je suis né 5 ans après l'indépendance. Je n'ai aucun ressentiment, même si j'ai perdu des membres de ma famille pendant cette guerre. Et je remercie d'ailleurs ma famille parce que ma famille ne m'a pas élevé dans la haine. La haine de la France. Du tout, ni dans la haine de façon générale, encore moins dans la haine de la France. Je n'ai pas été quelqu'un qui était élevé dans la haine de qui que ce soit. Et j'ai appris à comprendre l'histoire. L'histoire, quand il y a eu des séquences historiques, il y a eu une séquence historique qui s'est terminée à ce moment-là, le 5 juillet 62, l'Algérie a accédé à son indépendance. On passait à autre chose, c'est-à-dire un État souverain qui devait avoir des relations diplomatiques avec un autre État souverain. Et ce qui est toujours compliqué depuis 60 ans. Je regrette que le pouvoir algérien ait instrumentalisé cette rente mémorielle depuis maintenant 60 ans. Et je le dis souvent aux Algériens, c'est pour ça qu'ils m'en veulent. Ma génération n'a pas subi les affres du colonialisme, ma génération a subi les affres de la dictature algérienne. Et de l'islamisme ensuite. Évidemment. Mais l'islamisme est aussi le produit d'une aventure qui a été celle du pouvoir algérien. Pouvoir algérien lié à l'URSS, au régime communiste. À l'époque. À l'époque. Boumedienne et puis... Et ceux qui ont Ben suivi. Bella d'abord, mais pas seulement le régime soviétique, lié aussi au panarabisme nassérien. Ouais. Et on en reparlera probablement. Le panarabisme nassérien qui a été le générateur, avec l'islam politique, de toute cette pensée antisémite qui s'est développée par la suite
dans des pays comme l'Algérie. Et bien entendu, cette activité, on va en parler. D'abord, le 11 février 1996, Mohamed Tifaoui, vous avez échappé à un attentat en Algérie. Vous avez pourtant toujours refusé de vous positionner en tant que victime. Pourquoi ? Et est-ce qu'on sort indemne d'un tel traumatisme ? Et là, on a passé un certain nombre d'années. Oui, mais entre 67 et 96. D'abord, on sort jamais indemne d'un traumatisme quel qu'il soit, même des traumatismes qu'on a vécu à distance. Il se trouve que ce jour-là, j'étais sorti du journal qui m'employait 10 minutes, un quart d'heure avant l'explosion, et j'ai perdu dans cette explosion un certain nombre d'amis et de collègues. D'autres étaient blessés. Et c'est les années noires de l'Algérie. Évidemment, quand vous voyez des gens mourir, oui, c'était les années de la guerre civile, quand vous voyez des amis mourir sous vos yeux, quand vous voyez d'autres blessés, et que vous êtes déjà sain et sauf, vous entretenez forcément un complexe, ce qu'on appelle un complexe du rescapé. J'ai compris par la suite. Mais j'ai refusé effectivement de cette position de victime parce qu'elle ne colle pas avec ma personnalité. Et j'ai toujours trouvé que ce statut, ce qui devient malheureusement un statut parfois, est piégeux parce qu'il vous enferme d'une certaine façon. En revanche, je suis sorti de cette expérience douloureuse extrêmement renforcé par une chose, puisque ça faisait déjà une dizaine d'années que je dénonçais l'islam politique, et j'ai compris pourquoi je le dénonçais, et j'avais raison, et que j'avais raison de le dénoncer. Donc ça a raffermi des convictions, et j'ai compris que ce phénomène islamiste qui générait de la violence était dangereux et qu'il fallait le combattre. Donc ça m'a pas... Certains pensent que c'est à cause de cet attentat que je me suis engagé. En vérité, cet attentat était la conséquence d'un engagement qui me visait et qui visait d'autres, qui visait tout un courant de pensée qu'on retrouvait notamment dans la presse francophone et qui fustigeait justement l'islam politique. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi la France ? De façon très, je dirais, naturelle. Parce que, bon, la première question que vous me posiez, et pour être honnête, je n'ai pas choisi la France uniquement pour une question de langue ou pour une question J'ai choisi la France parce qu'elle correspondait à mes valeurs. La laïcité d'abord, l'esprit républicain, et je pensais que la France était le pays qui me permettrait d'être finalement librement ce que je suis, ce que j'ai toujours voulu être, c'est-à-dire un homme libre. Alors oui, la France m'a permis d'être ça, mais dans la difficulté. Je veux dire, ça n'a jamais été facile en France. Le cadre m'a été donné pour que je me reconstruise, parce que j'étais véritablement dans un état très difficile, aussi bien, surtout sur le plan psychologique. Mais le plus important, c'est que ça n'a jamais été facile, puisque en plus des menaces islamistes et terroristes qui se sont poursuivies en France, je vis sous protection policière depuis 2003, ça veut dire ça fait maintenant 21 ans, il y a eu aussi le fait que ce sont des Français qui ont toujours cherché à affaiblir la voix qui est la mienne dans la dénonciation de l'islam politique. Lesquels ? On en parlera peut-être. C'est tous ces milieux de gauche et d'extrême gauche qui ont décidé depuis de longues années de devenir les idiots utiles, les alliés objectifs par la suite de l'islam politique, et qui ont toujours ciblé les démocrates qui sont issus des pays arabo-musulmans. Et ça permet de parler de l'actualité, et qui sont devenus peut-être aujourd'hui aussi les idiots utiles du Hamas. Alors justement, les massacres du Hamas du 7 octobre pèsent encore 3 mois après sur l'actualité. Qu'est-ce que vous avez ressenti le 7 octobre, Mohamed Tifaoui ? D'abord, ça fait ressurgir forcément des souvenirs personnels, mais en même temps, aucune surprise. Je vous le dis franchement. Parce que je crois que vous préparez un livre sur le Hamas. Oui, je prépare un livre qui va sortir dans peut-être quelques semaines, au plus tard dans 2 mois, sur le Hamas. Puisque vous citez ça, je mets ça entre parenthèses. Pendant des années, j'ai voulu sortir un livre sur le Hamas en France. Aucun éditeur n'a jugé que ça méritait qu'on en parle. Moi, je pense que ça mérite qu'on en parle parce qu'au-delà de l'actualité, parce que c'est un groupe extrêmement complexe qu'il faut comprendre. Et j'observe d'ailleurs aujourd'hui encore que beaucoup d'observateurs, beaucoup de ceux qui parlent du Hamas ne connaissent pas le Hamas. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, le 7 octobre. Le 7 octobre, il y a évidemment un état de sidération. Mais comme je vous le disais, je ne suis pas surpris parce que ces images de massacres, de villages, je les avais vues en Algérie. Parce que ces massacres, je les avais vus pendant mes différents reportages en Afghanistan, notamment. Si vous voulez,
vous sentez forcément, d'une certaine façon, impuissant, parce que quand vous avez, comme moi, alerté encore et polémiqué, y compris avec des Israéliens, sur les politiques hasardeuses qui ont été menées et qui sont basées exclusivement sur l'ultra-sécuritaire. Donc là, vous parlez de Netanyahou, on en reparlera un peu plus tard. Mais ce que je vois ce 7 octobre, c'est la réalisation d'une étape nouvelle dans la doctrine du Hamas. Donc frères musulmans islamiste, mais qui passe à un mode opératoire d'abord différent, une daïchisation à la fois de l'action et une daïchisation du discours. Ce que les gens ont peu commenté, et je le regrette, c'est qu'il y a eu dès le 7 octobre, à la fois Mohamed Daïf, le chef des brigades Al-Qassam, et Abu Obeida, le porte-parole de ces mêmes brigades Al-Qassam, qui sont la branche armée du Hamas, un appel à l'internationalisation du conflit. Et ça, on oublie souvent de le mentionner aujourd'hui, malheureusement. Internalisation du conflit, aussi, depuis des années, délégitimation de l'État d'Israël. 75 ans après, on en est toujours là. Mais ça intègre une démarche stratégique, qui est celle des islamistes. Ça intègre un mode opératoire que l'on observe aujourd'hui et qui est basé sur deux choses, qui est récurrent dans les milieux islamistes, dans la littérature islamiste, c'est l'auto-victimisation et la diabolisation systématique de l'ennemi. Il se trouve que dans le cas d'espèce, l'ennemi Israël, c'est un État qu'on cherche à détruire. C'est un cas évidemment inédit dans l'histoire contemporaine. Un État qu'on veut détruire, que les islamistes veulent détruire. Et donc cette destruction ne doit passer, à leurs yeux, que par une délégitimation totale, une délégitimation sur le plan moral, sur le plan philosophique, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan du respect des droits humains, etc. Qui n'est pas que le fait des islamistes, qui est le fait aussi d'une partie de la gauche. Les islamistes ont trouvé, au fil des années, des alliés ou de l'extrême droite d'ailleurs. Hein. Surtout à l'extrême gauche, qui s'emploient justement à relayer et amplifier ce discours depuis plusieurs années, mais aussi ils ont infiltré un certain nombre d'ONG depuis déjà un certain nombre d'années, ce qui leur permet de banaliser totalement ce discours. Alors, Israël cible de toutes les critiques pour sa guerre menée contre le Hamas à Gaza. Est-ce que vous comprenez ces critiques ou est-ce que vous jugez légitime la riposte d'Israël et sa volonté d'éradiquer le Hamas? Moi, je crois qu'il y a des temporalités pour tout. Je me suis jamais empêché de critiquer la politique des différents gouvernements israéliens. Il se trouve que M. Netanyahou a passé 13 ans durant ces 30 dernières années, depuis les accords d'Oslo, à diriger, même un peu plus, je crois, à diriger l'État d'Israël. Il a été la cible de mes critiques. Je ne m'en prive pas. En revanche, il y a une réalité. Quand un État vit une situation comme ce que vit Israël aujourd'hui, lorsqu'on est démocrate, lorsqu'on se dit opposé au totalitarisme islamiste, on se doit, quelles que soient les réserves qu'on a à l'égard du gouvernement, qui est par ailleurs largement représenté par des gens d'extrême droite, on doit se soutenir. Je ne soutiens pas le gouvernement israélien. Mais justement, je soutiens la société israélienne et je soutiens la pérennité de l'État d'Israël. Justement, vous avez largement, comme vous le rappelez à l'instant, critiqué depuis des années le gouvernement Netanyahou. Pourquoi aujourd'hui vous soutenez la guerre d'Israël contre le Hamas? Parce que pour moi, c'est un devoir d'un démocrate. C'est le devoir d'un démocrate. Je vais vous dire, je crois qu'une démocratie a la capacité d'éliminer de l'histoire ceux qui ne la respectent pas et ceux qui ne sont pas dignes de la représenter. Ça veut dire quoi, éliminer de l'histoire? Éliminer de l'histoire, c'est-à-dire faire oublier M. Netanyahou de l'histoire, de la belle histoire israélienne. Parce que je ne pense pas qu'il ait été au niveau de diriger un État avec de tels enjeux. Donc c'est côté israélien. Mais éliminer l'histoire côté Hamas. Mais attendez, les démocraties... Israël, c'est une démocratie, Frédéric, donc après la guerre, il y aura... Voilà, la démocratie sera en mesure de se renouveler et de renouveler le personnel politique. En revanche, quand vous avez face à vous des totalitaires, quelle que soit la disparition des hommes, il y aura toujours l'idéologie totalitaire qui sera là. Et d'ailleurs, on le voit lorsque Israël décide en 2004 d'éliminer tour à tour le Cheikh Yassine et Abdelaziz El-Rantisi, qui lui succèdent à la tête du Hamas. Le Hamas continue. Ouais. Lorsque Israël décide d'éliminer par des opérations ciblées qui sont nécessaires, parce que je suis de ceux qui croient dans la nécessité de l'emploi des mesures sécuritaires, tout cela est nécessaire, mais pas suffisant. Comme on l'a vu donc, mardi d'ailleurs à Beyrouth, avec l'élimination du numéro 2 du Hamas. Oui, il faut continuer. Aujourd'hui, ce que je défends, c'est que Israël doit
réaliser tous ces objectifs de guerre, quelles que soient les critiques. De toute façon, ce pays ne peut pas Vous parlez pas de diaboliser. génocide, vous Absolument pas, Gaza, mais, hein. non, mais c'est totalement ridicule de parler de génocide. D'abord, c'est totalement ridicule parce que c'est faux. Il n'y a pas de génocide. Avec notamment cette plainte de l'Afrique du Sud. Hein. Il y a une... oui, enfin, quand on connaît l'histoire de ce pays, qui n'est pas totalement guéri, soit dit en passant, je dirais, si c'était pas dramatique, on aurait souri. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il faut le dire, la tête haute, et je dirais, comme le disait un ancien responsable politique français, en étant droit dans ses bottes. Il n'y a Alain aucune Juppé, honte. Alain Juppé. Mais il s'agissait d'une autre problématique. Hein. Il n'y a aucune honte Mm. à, encore une fois, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont un peu honteux, il n'y a aucune honte à défendre la démocratie israélienne. Vous n'avez pas honte. Absolument pas. Et de défendre la guerre mais d'Israël contre le Hamas. Non seulement je défends, mais j'espère que Benjamin Netanyahou aura le courage politique de mener cette guerre jusqu'à atteindre tous les objectifs. Et les objectifs militaires doivent être la neutralisation militaire du Hamas. Le Hamas ne va pas disparaître en tant qu'idée. Le Hamas ne va pas disparaître en tant qu'idéologie. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous détester. En revanche, vous pouvez, lorsque vous avez une puissance militaire, les empêcher de nuire. Et c'est ce qu'il faut faire. Précisons les choses. Hein. On nous dit qu'il y a 20 à 30 000 terroristes du Hamas qui sont actifs à Gaza. Il faut tous les éliminer. Il faut en tuer le maximum. Oui, Hein. il faut Et aujourd'hui, en tuer. Tsahal dit on en a tué à peu près 9 000. Hein. Il faut en tuer le maximum. Je ne sais pas combien de Tsahal a tué. Il faut en tuer le maximum. Mm. L'objectif, c'est pas de dire on va tuer tant ou tant. L'essentiel, c'est de réduire la capacité de nuisance à son strict minimum. Regardez, je fais un petit parallèle avec Daesh. Daesh a été éliminé en tant que proto-État. Mais Daesh est toujours là en tant qu'organisation et en tant qu'idéologie criminelle, terroriste. Cela n'a pas empêché, je dirais, Daesh de poursuivre parce que c'est une idéologie. Il faut arriver au même résultat, c'est-à-dire arriver à ce que cette organisation terroriste ne représente plus une menace stratégique. Parce qu'aujourd'hui, elle représente une menace stratégique pour Israël et elle représente une menace stratégique pour la stabilité dans la région. Le discours mercredi soir du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à Beyrouth, il change quelque chose au contexte géopolitique de la région ? Non, il donne en fait à visage découvert une énième fois la volonté, s'il en fallait encore, des preuves quant aux objectifs en face. En face, ils vous disent clairement, et ce qu'a dit Nasrallah, c'est que il faut faire en sorte à ce que cet État refuge Israël devienne un État d'insécurité pour les Juifs, pour qu'ils repartent. D'où ils viennent. Ça veut dire on détruit Israël. Hein. Je cite. Donc c'est une destruction de l'État d'Israël. C'est ce que veulent les islamistes. Et si ça, on ne le comprend pas, et si les démocraties ne le comprennent pas, elles seraient à côté de la plaque. Parce que, et encore une fois, il n'y a aucune démocratie. Il y a beaucoup de démocraties qui sont visées par le terrorisme islamiste. La France en fait partie. Mais il n'y a aucune démocratie qui est visée dans son existence. Israël, oui. C'est quoi pour vous l'après-guerre ? Est-ce que les accords d'Abraham, ça a été un leurre ? Ou est-ce que c'est toujours un leurre ? Les accords d'Abraham, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que vous avez des États arabes qui ont beaucoup surfé sur le discours islamiste ou sur le discours nationaliste, délégitimant eux-mêmes, par des programmes scolaires, par la culture, par le cinéma, par le discours politique, l'existence même d'Israël. Et donc, ils ont élevé des générations de leur population sur ce discours-là. Et du jour au lendemain, certains de ces dirigeants politiques vous disent « Bon, on va faire maintenant la paix avec Israël ». Ils sont de fait coupés avec leur population. Et ils sont d'autant plus illégitimes que la plupart ne sont pas élus démocratiquement. Donc, si vous voulez, les accords d'Abraham n'auront de sens que lorsque les États arabo-musulmans vont consentir à mettre l'antidote à l'islam politique et oser déployer un discours résolument humaniste, résolument antiraciste, résolument opposé à toute idée antisémite et résolument opposé à l'idée de la destruction d'Israël. L'antidote, ce qu'on appelle la rue arabe ? L'antidote viendrait d'une société civile qui soit plus laïque, acceptant la sécularisation de ces sociétés et refusant surtout l'islam politique. Tant que nous avons la rue arabe, ça vous parle ou pas ? C'est ça la question. Non, mais la rue arabe, ce qu'on appelle la rue arabe, c'est l'opinion publique. Et c'est l'opinion publique antisémite ? Non, mais ces opinions publiques, si vous voulez, culturellement, n'ont pas vraiment existé dans le monde arabo-musulman. Elles ont toujours été instrumentalisées, soit par les mosquées, soit par les régimes autocratiques. Il n'y a pas eu une opinion publique comme
on en connaît dans le monde occidental, dans les grandes démocraties, où elle a pu se construire librement en opposition au pouvoir en place et avec sa liberté critique. Le problème, c'est que la rue arabe, on a peur d'elle, les dirigeants arabes ont peur d'elle, ils ont peur de lui laisser une marge de manœuvre suffisante. Et est-ce que vous dites la rue arabe, c'est une rue antisémite? Oui. Hein? Ah oui. De quelle manière vous le dites? Aujourd'hui, si vous voulez, il y a eu d'ailleurs une étude qui a été révélée par CNN récemment, disant que la rue arabo-musulmane était largement acquise au Hamas et applaudissait plutôt les attentats du 7 octobre. Y compris en France? Ah ben oui, hein? mais vous savez, il ne faut pas jeter l'opprobre, encore une fois, uniquement à cette population, souvent désœuvrée, je l'excuse rien. Mais vous avez quand même quelque chose qu'on vit depuis des années, c'est qu'on a des alliés stratégiques, je pense au Qatar, je pense à des pays comme le Koweït, je pense à certains États qui ont déployé la Turquie, par exemple, qui sont des alliés stratégiques, mais en même temps, nos ennemis, ou les sponsors de nos ennemis de l'intérieur, les sponsors idéologiques. Donc, si vous voulez, tant que vous avez des puissances comme ça, qui sont des puissances de l'argent, comme le Qatar, qui alimentent tous les discours pendant des années, le Qatar a donné la parole à Al-Qaradawi qui justifie les attentats suicides en Israël, par exemple. Vous ne pouvez pas uniquement jeter la pierre à cette population qui est manipulée. Mais vous dites c'est une partie du monde arabe, de la population arabe antisémite. Oui, une grande partie des opinions publiques arabo-musulmanes sont manipulées et abreuvées à l'antisémitisme. Bien sûr. Et bien sûr, c'est ce que je dénonce. Vous l'avez ressenti en Algérie. C'est pour ça que je suis en difficulté. Et vous le ressentez aussi en France, on va dire dans les banlieues? Je le ressens pas. Alors, je le ressens partout, sauf que là où j'ai été, j'ai trouvé aussi des minorités qui luttaient contre l'antisémitisme, bon an, mal an. Mais si vous voulez, c'est un combat inégal. Parce que vous avez d'un côté des gens comme moi qui essaient de dénoncer, pas qui essaient, qui dénoncent, mais qui sont menacés, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont diabolisés, qui sont diffamés, qui sont jetés en pâture aux tueurs islamistes. Et donc, si vous voulez, il n'est pas facile de défendre la ligne qui est la mienne. Alors, une guerre avec ses conséquences en France, Mohamed Tifaoui. Un mot d'abord sur la position de la France et le discours d'Emmanuel Macron qu'on a entendu le 31 décembre. Est-ce que le « en même temps » macroniste et d'Emmanuel Macron peut s'appliquer au conflit israélo-palestinien? Moi, je vais vous dire les choses très calmement. Je suis très déçu par la position que je ne trouve pas très courageuse du président de la République. Pourquoi? D'abord, je la trouve pas très bonne, techniquement, quand il a appelé au départ à une coalition internationale, ce qui était irréalisable, soit dit en passant, etc. Donc, il y a eu des erreurs de communication qui sont, à mon sens, majeures. Ensuite, il est rentré effectivement dans une espèce de « en même temps », 5 minutes pour le Hamas ou pour les Palestiniens, pour calmer... Non, pas pour le Hamas, oui, enfin... Pour Gaza, pour les... Non, mais il y a une ambiguïté... populations civiles, oui. Il y a une ambiguïté aujourd'hui. La population palestinienne, ce n'est pas Gaza, la population palestinienne, elle est majoritairement en Cisjordanie, et je n'ai pas honte ni peur de dire que la population gazaoui est largement acquise aux thèses du Hamas et aux thèses islamistes, parce que cette population, on l'a livrée aux islamistes depuis maintenant une vingtaine d'années. Je ferme la parenthèse. Le problème, il est réel, c'est que vous avez une bande de Gaza qui est un autre État dans l'État palestinien, avec une entité qui est importante, qui est le Hamas, qui a les moyens quasiment d'un petit État. Et donc, vous ne pouvez pas tenir un discours pour faire plaisir aux Palestiniens. Il ne faut pas les infantiliser, parce que le Hamas, il faut le rappeler, c'est aussi l'ennemi du Fatah, l'ennemi de l'OLP et l'ennemi donc d'une grande partie des Palestiniens, l'ennemi des Arabes israéliens. Il ne faut pas le rappeler, il faut le rappeler, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour moi, le discours doit être beaucoup plus clair. Ce que j'attends d'un chef de l'État, la République française, c'est un discours beaucoup plus clair. Je regrette, par exemple, que lors des vœux du 31 décembre, qu'il ait eu le courage de dire son soutien aux Ukrainiens, qu'il n'a pas dit son soutien aux Israéliens, qu'il a parlé uniquement des victimes françaises, les 41 victimes françaises. Ouais. Non, les 41 victimes françaises des attaques du 7 octobre et des otages, et pas de l'ensemble des otages. Pour moi, vous savez, chaque vendredi, je vais au Trocadéro, parce que il y a effectivement une manifestation pour les otages. Je pense que ces otages, qu'elles soient françaises ou pas, il faut les soutenir. Alors, ce qui a marqué en tout cas les esprits, Mohamed Tifaoui, depuis 7 octobre, en France, c'est la position de LFI. D'abord, la France Insoumise, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que vous êtes de ceux qui disent LFI, Mélenchon, Panot, Bompard et ainsi de suite, sont devenus les idiots
utile du Hamas? Alors, je vais peser mes mots et écoutez bien ce que je vais vous dire. Ouais. Pour moi, ce courant de pensée est devenu une pourriture intellectuelle et politique dans ce pays. Vous parlez de quel courant de pensée? Le courant de pensée de l'extrême gauche représenté et incarné par LFI. C'est une pourriture intellectuelle qui dévitalise la République française. Pourriture intellectuelle, ça veut dire quoi? Une pourriture intellectuelle, ça veut dire une toxicité intellectuelle qui dévitalise le débat public, qui le ronge de l'intérieur et qui, in fine, sert sur un plateau les islamistes, par justement la participation à ce discours visant à diaboliser Israël et refusant d'ailleurs de condamner en des termes clairs un groupe terroriste et le qualifier comme tel. Le Hamas est une organisation terroriste Et islamiste. comment vous expliquez ça? Calculs électoraux? Non, pas seulement. Vous savez, il y a chez Jean-Luc Mélenchon ce que je nommerais d'égocentrisme décadent. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il a raison sur tout et que, ayant été déçu, un peu comme d'autres avant lui dans l'histoire, ayant été déçu du parcours qui est le sien, parce que je pense que les gens qui ont cet égocentrisme-là, qui sont piégés par leur propre égocentrisme, ne se rendent même plus compte de ce qu'ils racontent. Et par conséquent, il a choisi une voie, c'est d'exister par l'outrance, par la provocation, pour essayer de se créer un espace politique afin de rameuter vers lui tous les frustrés, tous les déçus, tous les gilets jaunes, tous les antivax, tous les complotistes, tous les antisémites, tous les haineux finalement. Alors justement, de la société. Jean-Luc Mélenchon, et puis pas seulement lui, hein, il y en a d'autres autour de lui, multiplient depuis des années les tweets et les déclarations Roland nauséabonds sur le CRIF, sur des personnalités d'origine juive comme Yael Braun-Pivet, Elisabeth Borne ou Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, c'était déjà en 2013. Quel regard vous portez sur son parcours? Vous en avez un peu parlé. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent c'est un parcours à la Doriot? Est-ce que c'est un antisémite à l'insu de son plein gré ou un antisémite tout court? Vous savez, Mélenchon, il rentrera, s'il doit rentrer dans l'histoire, il rentrera dans l'histoire comme étant Mélenchon, c'est-à-dire Déa et Doriot avaient justement cet égocentrisme décadent comme lui. Ils ont été eux-mêmes, l'un exclu du Parti communiste, l'autre exclu de la SFIO, déçus de leurs camarades, etc. Et déçus peut-être de ne pas avoir eu l'occasion d'avoir un grand destin national. Et ils finissent par aller vers le pire et par choisir le pire. C'est ce que fait, me semble-t-il, Mélenchon. Mais vous savez, je vais vous dire une anecdote, et je vous assure que c'est vrai. C'est grâce ou à cause, selon là où on se positionne, de LFI, de certains acteurs proches de LFI, que je sais que certains responsables sont juifs. Je veux dire, je me rendais pas compte que tel ou tel responsable politique... j'en sais rien, mais enfin, je les vois souvent. Par la présidente de l'Assemblée nationale, pour moi, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Je veux dire, et je la regarde, je la critique, je l'apprécie ou je la contredis comme une responsable politique. Et j'apprends du jour au lendemain, finalement, parce qu'elle subit des attaques antisémites. Vous dites de la part de LFI, de la part de Mélenchon. Hein? Entre autres, oui, avec des insinuations. J'apprends à ce moment-là qu'elle est juive. Je ne savais pas qu'elle était juive, mais ça concerne d'autres personnes. Je veux dire, je trouve quand même sidérant qu'aujourd'hui, on découvre la judéité de certaines personnes qui n'en font pas forcément, qui ne l'étalent pas sur la place publique, grâce, non pas à Dieudonné, non pas grâce aux islamistes, mais grâce à des gens qui sont présents au Parlement et qui sont dans un parti politique ou dans un mouvement qui s'appelle la France Insoumise. Mélenchon, un antisémite? Mais Mélenchon n'est pas... Je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui lancent comme ça des accusations. J'attendrai que un tribunal le condamne pour le dire. En revanche, ce dont je suis sûr, ce que j'assumerai devant tout le monde, c'est de dire que Mélenchon alimente l'antisémitisme. Alors, il alimente l'antisémitisme, mais une autre question. Est-ce que vous diriez que Mélenchon, Panot, Bompard, Guiraud, Léaumont, pour citer ses compagnons de route, ses élus, Obono, Soudé et consorts, peuvent armer, à travers leurs déclarations, les tueurs antisémites? Les tueurs antisémites. Incontestablement. Parce que... Comment vous le dites? Mais je le dis parce que... Non, mais comment vous le dites? Avec quel terme? Les tueurs antisémites ont toujours besoin d'avoir une diabolisation morale de la cible qu'ils vont toucher. Et dans quel rapport avec LFI? Et si vous voulez, le rapport avec LFI, à force de stigmatiser un certain nombre de personnes, une population, une communauté, et finalement tous ceux qui, de plein droit, parce que, je le répète, on a le droit de soutenir ce qui est appelé communément la cause palestinienne. Mais on a le droit aussi
et je dirais le devoir de soutenir la pérennité de l'État d'Israël. Ça ne fait pas de vous un anti-républicain, ni un anti-démocrate, ni un sous-homme, ni rien du tout. Ça fait de vous un démocrate qui soutient une démocratie avec toutes les réserves et la liberté que vous pouvez formuler par ailleurs sur les réserves. Et avec les critiques que vous pouvez formuler. Hein. Voilà. Et personne ne vous en empêchera, contrairement à ce qu'on vous dit ou à ce que vous dit quelqu'un comme Boniface. Est-ce qu'on peut critiquer Israël? Moi, j'ai toujours critiqué Israël j'ai pas critiqué Israël, j'ai critiqué les gouvernements israéliens, j'ai critiqué Ariel Sharon, et y compris violemment, j'ai critiqué Netanyahou, y compris violemment. Personne ne m'a jamais empêché de le faire. Pourquoi vous parlez de Boniface, d'ailleurs ? Les polémiques. Pourquoi vous parlez de Boniface ? Mais parce qu'il fait partie de ce courant de pensée qui depuis des années, s'emploie à délégitimer toute voix qui cherche à critiquer l'islam politique ou à tirer la sonnette d'alarme face au danger que représente l'islam politique. Mais il y a d'autres, comme François Burga, qui est un universitaire. Ah oui, j'ai vu un tweet que vous avez écrit il y a 2 jours sur François Burga. Rappelez-nous ce qu'il a dit et ce qu'il a écrit. Il dit clairement qu'il a plus de respect pour les dirigeants du Hamas que pour les sionistes. Et donc, c'est quand même... Que pour les dirigeants israéliens. Oui, les dirigeants israéliens, les sionistes, d'une façon générale. Je veux dire, moi, ça ne m'étonne pas. Je suis même fier que, in fine, quelqu'un comme Burga ait plus de respect pour un vulgaire islamiste que pour quelqu'un qui porte la voix qui est la mienne. C'est très bien. Moi, je le sais depuis longtemps. Et c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, c'est peut-être sa façon de faire son propre attentat-suicide, parce que intellectuellement, c'est un attentat-suicide. Il dit devant tous les Français, voilà, je suis un universitaire, j'ai plus de respect pour les responsables d'une organisation terroriste que pour les dirigeants d'un État démocratique. Dans La France malade de l'islamisme, ce livre que vous avez publié en 2002, vous écriviez que certains de l'extrême gauche se sont transformés en porte-voix de l'international islamiste. C'est ce dont vous parlez à l'instant. 22 ans après, est-ce que ce constat est toujours d'actualité ? Est-ce que LFI, c'est la voix de l'international islamiste? Parce que, vous savez, moi, ce courant de pensée, je l'avais croisé pendant la guerre civile algérienne. Il s'employait déjà à défendre les islamistes algériens et à considérer, si vous fustigiez en tant qu'Algérien, à l'époque déjà, l'islamisme en Algérie, vous étiez forcément coupable, voire soupçonnable d'appartenir au régime algérien et donc à soutenir une dictature, etc. Moi, évidemment, j'ai toujours défendu la démocratie, mais j'ai toujours estimé que l'Algérie, en tant qu'État, avec ses imperfections, avait totalement le droit et même le devoir d'anéantir l'islamisme et d'anéantir les groupes terroristes. Et de la même manière que j'ai toujours critiqué le gouvernement israélien, j'ai toujours critiqué le gouvernement algérien, mais je leur en veux sur une chose, je leur en veux de ne pas avoir été jusqu'au bout de la lutte contre l'islam politique et d'avoir finalement, à un moment donné, de s'être accommodé des parce qu'on a l'impression qu'il y a des passerelles entre les deux pouvoirs, hein, pouvoir islamiste, pouvoir, en tout cas les islamistes et pouvoir algérien. Oui, mais il y a une instrumentalisation dans plusieurs pays arabes. Mais déjà, cette extrême gauche-là était très prompte à soutenir les islamistes algériens. Au passage, qu'est-ce que vous inspire ? On passe de l'autre côté de l'Atlantique. La situation sur les campus des universités américaines, parmi les plus prestigieuses, avec des campagnes antisémites, on va le dire, et qui ont débouché sur les démissions des présidentes de Yale et d'Harvard. Ce qui se passe dans les campus américains... Et puis, est-ce que c'est une situation transposable en France ? D'une certaine façon, le 7 octobre a été un révélateur de ce qu'on savait déjà. J'avais dénoncé le wokisme qui existe dans les universités américaines. Donc vous avez été l'une des victimes en France. Oui, j'avais été empêché de faire un module sur la radicalisation islamiste à la Sorbonne. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Et alors, peut-être si dans ce malheur, il faut trouver quelque chose de positif, c'est que le 7 octobre a permis de révéler les vrais visages à la fois de plusieurs personnes et plusieurs groupements. Est-ce que ça peut atteindre ces extrémités-là en France ? On y est presque, quand même. Il y a dans certaines universités, vous avez du mal à vous exprimer librement, il faut le dire clairement. Et au-delà de ça, il y a une atmosphère qu'on retrouve notamment sur les réseaux sociaux, où vous avez des gens, toujours ce même courant de pensée, soi-disant wokiste, qui fait dans la cancel culture, qui va vous diffamer, vous attaquer, vous faire tout pour vous cancel, c'est-à-dire vous annuler, faire en sorte à ce que vous ne puissiez plus apparaître dans l'espace public. On sait qu'il y a, par exemple, y compris des gens de gauche, je pense à Manuel Valls, je pense à Bernard Cazeneuve, qui sont, je le dis, de très grands républicains, qui sont régulièrement attaqués par des gens qui se réclament eux aussi de la gauche, mais qui n'en sont pas dignes par ailleurs, et qui les attaquent parce que justement ils défendent la République. 2021, vous avez publié un autre livre, votre plus récent livre, Les Fossoyeurs de la République, qui était consacré notamment à l'islamo-gauchisme. Quelles sont les bases idéologiques de l'islamo-gauchisme ? Est-ce que
est-ce qu'aujourd'hui on vit la généralisation de l'islamo-gauchisme à gauche? L'islamo-gauchisme d'abord est un néologisme, je le dis, parce que certains, toujours les mêmes à l'extrême gauche, laissent croire que ce serait un mot d'extrême droite. C'est pas un mot d'extrême droite, c'est un néologisme qui a été utilisé en premier par un brillant politiste, en l'occurrence Pierre-André Taguieff, et qui lui permettait juste de décrire quelque chose qui a été constaté par beaucoup d'observateurs sérieux. C'est des alliances qui existent entre des milieux se réclamant de la gauche et les milieux islamistes. C'est documenté. Quand j'ai fait mon enquête pour les Fossoyeurs de la République, j'ai cherché dans la documentation et dans l'histoire, j'ai trouvé que la première alliance objective qui existe entre les milieux islamistes et des milieux se réclamant de gauche, ça a été en 1952, le coup d'État qui renverse le roi Farouk en Égypte et qui amène certains des officiers libres, qui étaient d'inspiration léniniste marxiste, certains étaient islamistes, à s'allier avec les frères musulmans pour renverser ce régime. Par la suite, l'Algérie, au lendemain de l'indépendance, Ben Bella a été l'un de ceux qui ont utilisé une alliance islamo-gauchiste. Là aussi, il avait des trotskistes parmi ses conseillers et il avait un islamiste qui a d'ailleurs écrit la première constitution algérienne, le premier code de nationalité, Taoufik Echaoui, qui était constitutionnaliste égyptien, membre éminent des frères musulmans. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a introduit très calmement des données à la fois xénophobes, racistes et totalement contre les valeurs algériennes. Et après, plus récemment, dans les années 80 et les années 90, d'ailleurs à la faveur de la guerre civile algérienne, on a vu plusieurs fois des rapprochements s'opérer. Et ça se continue en France. Vers la fin des années 90, début des années 2000, je mets de côté la période sartrienne, la période de Foucault, etc., où effectivement, il y a un attrait pour la révolution iranienne. À l'époque, il y avait un grand intellectuel iranien proche de Khomeini, qui était Ali Shariati, qui était un peu l'équivalent d'un... Enfin bref, je ne vais pas citer le nom, mais un pseudo-intellectuel de l'époque qui était très proche de Foucault, de Sartre, et qui les a amenés à adouber la révolution iranienne en 79. D'ailleurs, l'Iran, c'est le cœur de la problématique du monde aujourd'hui? Oui, c'est un vrai cancer. Le régime iranien est un vrai cancer. D'abord pour la population iranienne formidable qui ne cesse de montrer, et notamment les femmes, le rejet de ce régime. Mais par ailleurs, pour toute la région. Et on le voit, il y a plus de 150 milices qui sont financées et armées par le régime chiite des mollahs en Irak. Il y a une dizaine de milices qui sont armées et soutenues et financées par le régime chiite en Syrie. Il y a les Houthis au Yémen. Il y a évidemment, même s'ils ne sont pas chiites, le djihad islamique et le Hamas. On parle beaucoup du Hamas, mais on ne parle pas suffisamment, à mon sens, du djihad islamique. Il y a effectivement ces autres pourritures du Hezbollah. Et donc, si vous voulez, toute cette myriade d'organisations criminelles, terroristes, qui sont porteuses d'un projet totalitaire, sont un véritable danger pour la sécurité de tout le Moyen-Orient. Est-ce que vous faites un lien? Est-ce qu'il faut faire un lien entre islamo-gauchisme et antisémitisme? Ce nouvel antisémitisme, si on peut dire un nouvel antisémitisme, du jeunesse des banlieues, obnubilé par la haine d'Israël et puis quelque part par la haine des Juifs. Oui, mais parce que, si vous voulez, l'antisémitisme historique, celui né dans la fin du 19e siècle, celui né d'abord en Russie, ensuite en France, etc., cet antisémitisme contemporain était basé sur quoi? D'abord, avant l'extermination des Juifs, sur une volonté de les faire partir. Les lois de mai 1881 en Russie, ceux des tsars, c'était les lois concoctées par les tsars, si j'ose dire, poussaient les Juifs soit à s'exiler, soit à se convertir, soit à mourir, in fine. Et donc, si vous voulez, cette quête perpétuelle, faire partir des Juifs du continent européen, ensuite du monde arabo-musulman, c'est l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, cet antisémitisme, il se revêt, il se déploie sous les allures de ce qu'on appelle l'antisionisme. C'est faire partir les Juifs d'Israël. En définitive, jamais les Juifs ne doivent vivre en sécurité nulle part. Donc la situation, et c'est pour ça que certains ne comprennent pas qu'il y a un combat existentiel à mener, il y a des gens qui vous disent... En Israël, pour Israël? Partout. Partout. Parce que ce n'est pas un combat pour les Juifs uniquement, ce n'est pas un combat pour Israël. Si je le dis, c'est un combat pour l'ensemble des démocrates. On vous dit aujourd'hui à travers les Juifs que les Juifs n'ont pas le droit de vivre en Europe, ils n'ont pas le droit de vivre dans le monde arabe, et ils n'ont pas le droit de vivre en Israël.
où est-ce qu'ils doivent vivre? Soit sur la planète Mars, c'est pas possible et c'est pas pour demain, mais ça veut dire tout simplement qu'ils doivent vivre nulle part. Ça veut dire qu'ils doivent disparaître. Donc il y a derrière tout ça un véritable projet génocidaire qui ne dit pas clairement son nom comme la solution finale, d'ailleurs qu'il n'a pas dit son nom au moment où elle s'opérait, mais qui a une volonté délibérée et pour moi totalement consciente de la part de plusieurs chapelles, pas les islamistes uniquement, de faire en sorte à ce que les juifs disparaissent de la surface de la terre. Vous avez vécu donc les années noires en Algérie, ce qui vous a conduit à quitter l'Algérie et vivre en France. On voit ce qui se passe au Proche-Orient. Est-ce qu'il y a vraiment une menace du même ordre en France? Une menace la France, mais pas seulement la France, l'Europe, parce que le projet... Mais là, on parle de la France. Le projet des islamistes, c'est de faire monter, contrairement à ce que croit l'extrême droite, ou à ce que laisse penser l'extrême droite, le projet des islamistes, c'est pas de prendre le pouvoir en Europe, c'est de faire monter les extrêmes droites. Parce que justement, ils pensent qu'à travers cette polarisation, ils l'ont écrit, ils l'ont théorisé, ils l'ont dit de différentes manières, sur différents supports. Il suffit juste d'exploiter avec attention et sérieux la littérature islamiste pour s'en convaincre que ce qu'ils recherchent, c'est le chaos permanent et constant sur le continent européen et dans toutes les démocraties. Et pour ce faire, ils l'ont dit là aussi, si les prises de pouvoir se font à travers l'extrême droite, la polarisation se fera à travers eux-mêmes, c'est-à-dire les islamistes et l'extrême gauche. Et ça permettra de créer le chaos, en tout cas de faire en sorte de réduire au maximum les démocrates. Vous voyez ce qu'on est en train de vivre. Et de réduire les démocrates pour que le corpus démocratique disparaisse également du champ du débat et que les débats, finalement, les polémiques n'opposent que les extrémistes entre eux. Ça veut dire que tout ça fait le terreau de l'extrême droite et de Marine Le Pen? Mais oui, aujourd'hui, personnellement, je suis inquiet de la facilité de beaucoup de Français, y compris dans la communauté juive, à banaliser ce qu'est l'extrême droite. Je le dis, je tiens à le dire, participer à une marche contre l'antisémitisme ne cachérise pas son individu. Donc, de la part du Rassemblement national et Marine Le Pen. Mais je le dis vraiment, parce que je suis sur Radio J. Je le dis, participer à une marche contre l'antisémitisme ne cachérise pas sa personne. Sa personne, c'est-à-dire? C'est-à-dire la personne de Marine Le Pen et de son entourage. Donc, c'est pas comme ça qu'on devient philosémite. Et c'est pas comme ça qu'on rentre dans l'arc républicain. Il y a autre chose qui relève de la décence. On sort pas de l'extrême droite juste parce qu'on dit qu'on n'est plus antisémite. On sort de l'extrême droite quand on refuse l'antisémitisme, quand on refuse l'homophobie, quand on refuse la misogynie, quand on refuse le racisme. Tous les racismes. Oui, toute forme de racisme doit être rejetée et clairement dans le discours d'un parti pour qu'il sorte véritablement de la classification extrémiste et pour qu'il rentre dans l'arc républicain. Aujourd'hui, pour moi, l'extrême droite n'est pas dans l'arc républicain comme l'extrême gauche n'est pas dans l'arc républicain. Il faut qu'on soit très vigilant par rapport à ça et idéologiquement, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de la facilité et de l'approche binaire. C'est soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite. Non, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche. Pour la République, c'est pour moi ça, être français, pour répondre à votre première question aussi. Qu'est-ce que vous faites en 2027 si c'est un second tour, Mélenchon-Le Pen? Je me suis toujours battu. Je continuerai de me battre. Moi, je suis quelqu'un... Voter pour qui? Comment? Voter pour qui? Ah non, mais ça n'arrivera jamais. D'abord, ça n'arrivera jamais. Parce que la configuration, si vous voulez, de la société aujourd'hui et des débats idéologiques ne permettent pas un tel... Mais pour moi, si un tel cas de figure, si cette catastrophe venait à arriver, franchement, autant partir ailleurs. Parce que ça veut dire que nous n'avons plus notre place dans la société française. Mais tous, en tant que républicains, en tant que démocrates, en tant que juifs, en tant que maghrébins, en tant que nord-africains, ça veut dire... La France ne serait plus la France, c'est-à-dire... Mais pour moi, oui, la France serait terminée. Il faut partir, comme l'a fait le général de Gaulle, pour faire une résistance ailleurs et revenir quand Mais en tout état de cause, je ne crois pas dans cette... Bon, c'est un peu de la politique fiction, il faut la prendre en compte. Mais pour l'instant, heureusement d'ailleurs, la configuration de l'électorat... Mélenchon ne cesse de se casser la gueule, et c'est très bien, ainsi que son mouvement. Et les fossoyeurs de la République, ils existent toujours? Oui, les fossoyeurs de la République. Ils font le lit de l'extrême droite et de Marine Le Pen? Exactement. Et vous pensez à qui? Je pense à Jean-Luc Mélenchon, entre autres. Mais pas seulement. Mais pas seulement ceux que j'ai cités. Mais vous avez quelques-uns dans la Mélenchonie, si j'ose dire, qui représentent le courant politique ou la version politique de ces fossoyeurs de la République. Vous avez après, dans le monde intellectuel, un certain nombre de personnalités. Vous avez dans le monde médiatique, évidemment, tout le
tout le cheptel autour de Mediapart et du Plenel. J'ai cité tout à l'heure le tristement célèbre Pascal Boniface. Fossoyeur de la République. Mais oui, pour moi, ce sont des fossoyeurs de la République qui dévitalisent d'une certaine façon le débat démocratique en diffamant d'abord tous ceux qui... en diffamant et en s'attaquant, en fragilisant tous ceux qui s'attaquent à l'islamisme. Et quand on fait ça, d'ailleurs sur une durée très longue, pas sur une seule polémique, pas sur une maladresse... Sur des dizaines d'années. Non, pour ce qui me concerne, c'est sur plus d'une vingtaine d'années. Des dizaines d'années, j'ai dit. Oui, sur des dizaines d'années, ils sont sur une ligne qui... Il y a la cohérence qui est la leur. Et qui nous permet au moins de voir quelqu'un de comme Burga a eu, entre guillemets, un petit courage de dire que, bon, voilà, il soutient ouvertement le Hamas, mais d'autres n'ont pas encore eu le même courage et disent finalement la même chose, mais en des termes un peu alambiqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, début 2024, vous êtes plutôt pessimiste ? Oui, je suis très pessimiste. Je suis très pessimiste parce que notre monde, et je ne pense pas le 31 décembre, le 1er janvier, il y a une opération du Saint-Esprit qui vient changer les choses. Malheureusement, les choses se continuent, se poursuivent, et il y a des raisons d'être pessimiste. Merci en tout cas, Mohamed Sifaoui, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne année à tous. Bonne fin de journée sur Radio J, malgré tout. Et à dimanche prochain. Merci.